Monsieur l'académicien, Madame la secrétaire générale de l'Académie des sciences morales et politiques, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers élèves ici présents pour écouter la conférence de Monsieur Pierre-Michel Maget, je vous remercie très vivement d'être parmi nous. Des remerciements bien sûr à l'Institut de France et à l'Académie des sciences morales et politiques, et puis à vous les lycéens. Alors, vous êtes là pour vous instruire sur un thème qui ne peut que vous porter vers le haut, et je vous en remercie. Pour ceux qui probablement découvrent ce magnifique amphithéâtre, qui est bien sûr le grand amphithéâtre de la Sorbonne, qui pendant très longtemps était le plus grand amphithéâtre de France, de l'université. Je crois qu'il est battu maintenant, mais en tout cas qui est le lieu de toutes les grandes réceptions, les plus grandes solennités de l'université française, à tous égards, dans la Sorbonne, tout ce que représente la Sorbonne. Soyez les bienvenus, n'hésitez pas tout à l'heure, prenez le temps de découvrir, vous avez une explication de cette grande fresque, les grands personnages ici réunis, le fondateur de cette maison, Robert de Sorbon, c'est pour ça que cette maison s'appelle la Sorbonne, son deuxième fondateur, le cardinal de Richelieu, qui l'a entièrement reconstruite, mais dont il ne reste aujourd'hui que la magnifique chapelle dont nous avons entrepris la restauration. Et pour vous, lycéens, nous sommes le 4, donc le 8, nous allons commémorer avec vos camarades de Buffon l'exécution pendant la guerre de plusieurs lycéens du lycée Buffon, dont l'urne funéraire repose désormais dans la crypte de la chapelle de la Sorbonne. Et puis celui qu'on oublie un tout petit peu, qui est Jules Ferry, qui a ordonné la reconstruction complète du bâtiment. Et là, vous êtes vraiment dans la partie voulue par la Troisième République. Essayez, vous avez toutes les possibilités sur Internet de vous renseigner sur tout ce que vous voulez. Donc essayez de vous renseigner sur ce qu'est la Sorbonne et également sur l'Institut de France, avec ses 5 académies. On connaît tous, bien sûr, la plus célèbre parce que c'est la plus ancienne, l'Académie française, mais il y a d'autres académies, dont l'Académie des sciences morales et politiques. Vous avez donc beaucoup de chance, je le dis de temps en temps, vous autres jeunes Parisiens, que vous habitiez la ville de Paris ou que vous veniez de l'Île-de-France, parce que ça forme un tout, vous avez vraiment beaucoup de chance. Je le dis parce que j'ai été étudiant dans cette maison, quoique étant provincial, et je sais vraiment tout ce que l'on doit à Paris. Puiser toutes les richesses parisiennes. Beaucoup de vos camarades français sont bien loin d'avoir à portée de la main de telles richesses. Pour vous, monsieur l'académicien, vous êtes un sociologue qui a beaucoup travaillé sur l'éducation, ce que l'on appelle d'un terme un peu mystérieux, la méritocratie, comment elle se fabrique, comment elle peut être un ascenseur, mais aussi comment elle peut être un escalier boiteux, si vous me permettez cette formule, les inégalités diverses et variées. Vous avez été professeur au Collège de France, vous êtes professeur titulaire de la chaire de sociologie du travail. Alors, pour les élèves, le Collège de France, la montagne Sainte-Geneviève, c'est la montagne sacrée du savoir de Paris et de la France. Vous avez la Sorbonne, vous prenez la rue Saint-Jacques, tout de l'autre côté, vous avez le Collège de France, qui est l'ancien collège royal fondé par François Ier, et vous remontez le lycée Louis-le-Grand, derrière le Panthéon, le lycée Henri IV. Enfin, vous avez la conjonction de tout ce que l'on a. Là aussi, allez voir ce que fut le Collège de France, qui à l'époque, sous François Ier, c'est le collège des langues de l'Antiquité, le latin, le grec, mais également d'autres langues, dont l'hébreu en particulier. Et c'est aujourd'hui un endroit très fervent, très innovant sur beaucoup de domaines. 15 ouvrages sous votre plume, et vous avez été élu en novembre 2023 à l'Académie des sciences morales et politiques au fauteuil numéro 1, occupé jusqu'alors par Mireille Delmas-Marty, qui m'a été donné de rencontrer dans mes fonctions de professeur de droit plus d'une fois. Alors je ne veux pas déflorer bien sûr votre sujet, le talent. Voilà, le talent, c'est un sujet magnifique. Le talent est différent du mérite, le talent est diversifié.
Et je pense, je vous laisserai le soin de le dire à ces jeunes élèves qui viennent vous écouter, tout le monde a un talent, tout le monde. L'être humain, par nature, a un talent. Vous avez des talents, mais le talent est mystérieux. Et à l'âge de la jeunesse qui est votre, des promesses, vous ne connaissez peut-être pas encore tous vos talents. C'est le temps qui vous apprendra à découvrir tout cela. Mais soyez convaincus que vous en avez, et peut-être qu'ils ne sont pas là où vous croyez, peut-être qu'ils sont ailleurs, et qu'ils vont germer petit à petit. Et puis aussi, apprenez à découvrir, bien sûr, le talent de vos camarades, y compris de ceux que vous ne comprenez pas. Et pour terminer, bien sûr, le talent de vos professeurs, que là vous voyez. Et vos professeurs en ont beaucoup pour faire éclore les vôtres. Merci en tout cas, monsieur l'académicien, de cette venue parmi nous. C'est l'occasion de souligner le lien très étroit qu'il y a entre nos deux institutions. Je parlais du cardinal de Richelieu, qui est le refondateur de la Sorbonne, mais il est le fondateur de l'Académie française. Et donc, il y a entre nous beaucoup de liens historiques très forts. Merci, bienvenue et bonne conférence avec nos élèves. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Monsieur le Recteur pour ces mots de bienvenue. Et je vous invite effectivement non seulement à visiter l'Institut de France et à suivre certaines de ces séances qui sont ouvertes au public, mais aussi à venir au Collège de France, qui est un endroit que vous pouvez accéder librement, sans inscription. Et aller sur le site du Collège de France pour avoir la totalité des cours du Collège de France en ligne. La notion de talent que j'ai choisie pour vous, c'est une notion qui est à la fois qui est connue, qui a l'air simple, mais qui est assez énigmatique, je crois. Elle est en plus aujourd'hui omniprésente. Alors, vous la connaissez parce qu'elle est présente dans des mondes dont on est familier, les arts, les sciences, les sports, et aussi maintenant dans ce qu'on appelle les industries du divertissement, ou la culture populaire, ou la culture audiovisuelle. Pensez à ce qu'on appelle les talent shows, The Voice, Star Academy, Top Chef, Prodige, il y en a sans arrêt de nouvelles de ces émissions-là qui sont très populaires et qui mettent en scène en quelque sorte une énergie à la fois de compétition mais aussi de révélation et d'agrandissement des individus qui ne se savaient peut-être pas porteurs de ce qu'ils ont et qui découvrent à travers ces longs processus de sélection et d'épreuve à avancer et à se transformer d'une certaine manière, moyennant une intensité d'effort, et ce mot reviendra plusieurs fois, pas banale, et qui est mise en scène littéralement. C'est aussi une notion qui s'est imposée dans le monde du travail et dans le monde des entreprises depuis la fin des années 90. Pour ceux d'entre vous qui étudient particulièrement les sciences économiques et sociales et pour lesquelles il y a des programmes, mon propos touche aussi à la question du travail. Vous le verrez. Et en même temps, on ne connaît pas exactement la signification, on connaît l'origine du mot, je vais vous en dire un mot tout de suite, mais c'est une notion qui, il se trouve, est difficile à préciser. Il y a un côté énigmatique. Quand on veut aller regarder exactement ce que ça veut dire, eh bien, ça n'est pas très simple. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord vous parler de l'histoire et de la popularité de cette notion, avec des exemples qui vous sauteront aux yeux, sans doute, et aussi une certaine surprise linguistique, vous verrez. Puis ensuite, on examinera, j'espère dans le temps que j'ai, il faut que je mette en route un chronomètre pour être tout à fait... Voilà, je vais le démarrer. Et on va regarder ensuite, donc dans les sports, dans les arts et dans les sciences, c'est mon monde à moi, les sciences, et puis on regardera ce que ça veut dire dans le monde du travail et des entreprises, avec des usages qui sont très différents et parfois une vision extrêmement critique, et je conclurai. Je n'aurai notamment une petite conclusion dont je vous réserve la surprise, qui peut-être vous fera méditer.
Alors, la définition, on peut la chercher assez simplement. Vous ouvrez un dictionnaire, par exemple le dictionnaire de l'Académie française, de mes chers confrères, et il se trouve que vous aurez immédiatement accès à des définitions. Le sens propre, qui est le mot talent vient d'une unité de poids, talenton en grec. C'était 19 kilos ou 27 kilos, ça dépend des moments. Et ça a été notamment considéré comme une unité de poids qui servait à mesurer des biens rares comme l'argent ou l'or. Et puis ensuite, c'est devenu une notion au sens figuré du terme. Je n'ai pas le temps de vous... Je pourrais si vous me posez la question, je pourrais vous développer l'histoire de cette notion à travers des textes fameux, notamment un évangile qui évoque la parabole des talents. Mais ensuite, ça devient, au sens figuré, comme le dit le dictionnaire, alors il dit une disposition, un don de la nature, une aptitude à certaines choses, une capacité, une habileté, une supériorité dans un art, un métier ou une profession. Et donc la question, c'est simple, est-ce que c'est simplement une capacité à bien faire quelque chose? Alors pourquoi le terme talent plutôt que capacité? Est-ce qu'on a affaire uniquement à des qualités innées? Le dictionnaire dit aptitude naturelle ou don de la nature. Évidemment non, et c'est un des grands sujets de controverse et de recherche. Et puis, est-ce qu'il contient automatiquement une dimension hiérarchique? Il y a le terme de supériorité, là, la définition. Donc, la définition du dictionnaire mêle toutes ces significations. Et par ailleurs, si vous regardez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et vous allez à l'article 6, vous trouverez le mot de talent. Tous les citoyens, étant égaux aux yeux de la loi, sont également admissibles à tous les grades, places et emplois publics selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. À l'époque, c'était dans la philosophie des Lumières, une valeur émancipatrice. On était dans l'Ancien Régime et on allait le quitter par la Révolution. Et dans l'Ancien Régime, les places essentielles étaient attribuées en fonction de la naissance. Et là, on dit aux individus, non, la naissance ne jouera plus ce rôle-là, c'est ce que vous faites, c'est la valeur que vous avez vous-même qui est importante. Ça a notamment été appliqué d'abord dans les armées qui avaient subi des défaites considérables et on s'est dit ça suffit, l'aristocratie ne peut pas monopoliser toutes les places. Alors, pour vous donner une idée de la popularité de la notion, d'abord, je vous présente ici un graphique qui est le talent traffic, le trafic des talents dans la Silicon Valley. Ça date de 2011, mais actualiser les choses, si vous pouvez demander à ChatGPT de vous actualiser tout ça, ça consiste à regarder qui va où d'une entreprise à l'autre. On débauche les fameux talents, Google récupère des talents de Microsoft et Facebook de Yahoo, etc., etc. Les flèches indiquent les mouvements que font les ingénieurs ou les employés de ces entreprises qui sont débauchées les unes par les autres et réciproquement, et ça continue aujourd'hui tout le temps. Et ce vocabulaire du talent, il est très présent dans ce type d'industrie de haute technologie, mais aussi de recherche de biotechnologie, etc., etc. On va en reparler. Mais il y a des choses qui vous sont plus familières, évidemment. Léo Marchand, 4 médailles d'or en 2024, mais Cathy Ledecky, 9 médailles d'or, mais depuis 2012. Ça, c'est un des grands sujets. Comment peut-on durer en étant dit un talent, et est-ce que c'est une valeur, une qualité qui vous est attachée pour la durée de l'existence ou pas? Au centre, j'ai une artiste que j'aime beaucoup, Nina Simone, et à sa droite, il y a Taylor Swift, que je connais moins, je dois dire, mais qui est aujourd'hui une star mondiale et qui a même eu un effet de boom économique. J'ai vu qu'elle avait eu en 2023 29,1 milliards d'écoutes Spotify. Bon, au Collège de France, on en a beaucoup, mais pas autant. C'est dommage, mais enfin bon. Et en bas, au centre, j'ai mis la photo de Romain Gary, parce que c'est une petite énigme intéressante. Romain Gary, je vous le dis en un mot, Romain Gary est un grand écrivain français qui a eu le prix Goncourt assez tôt dans sa carrière. Et puis, à un moment donné, il a pensé que les critiques littéraires ne s'intéressaient plus tellement à lui parce qu'il pensait que, ah oui, on connaît bien Romain Gary, il n'y a plus de surprises, etc.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu vérifier qu'il avait lui-même toujours autant de talent et que la critique et que le public ne s'intéressait plus à lui pour de mauvaises raisons. Il a changé de nom et il a obtenu le prix Goncourt pour la deuxième fois, ce qui est interdit normalement. Mais il s'est appelé Émile Ajar et il a démontré, en quelque sorte, qu'il avait toujours du talent, mais que les gens ne faisaient plus attention à lui pour de mauvaises raisons. Et en changeant de nom, hop, il a eu de nouveau le prix Goncourt. En quelque sorte, il a démontré que son talent, il était bien là, etc. Et à droite en bas, il y a une autre question qui est intéressante. Il y a des domaines dans lesquels on va à la chasse au talent, et il y en a d'autres où le talent peut être une affaire considérable, mais qui n'a aucune valeur. Qu'est-ce que c'est qu'avoir du talent quand on cueille des champignons ? J'ai pris cet exemple, j'aurais pu en prendre d'autres. On peut dire que le meilleur cueilleur de champignons du monde, c'est quelqu'un qui a un talent extraordinaire. Mais comment le valoriser? Peut-être qu'un jour, il y aura le Mushroom Picker Talent Show, quelque chose comme ça. Mais voilà, et on a bien inventé le Top Chef. On pourrait inventer... Il faut qu'un domaine puisse avoir une expansion de sa visibilité considérable pour que tout d'un coup, on se dise « Ah, la question du talent devient une affaire intéressante. » Voilà, donc c'est une sorte d'exemple aussi et de contre-exemple. Dans le métro, j'ai pris une photo dans le métro, un coiffeur talentueux près de chez moi. Là, on est sur des métiers très différents. Mais c'est une plateforme. Et donc, tout ça est lié aussi à des technologies. On veut dire aux individus, ah, vous ne savez pas qui vaut quoi dans les services qui vous sont proposés. Eh bien, nous allons vous fabriquer une sorte d'échelle de valeur et renseignez-vous sur notre plateforme. Et donc, les technologies se sont emparées de tout ça pour pratiquer des comparaisons relatives et donner aux individus plus d'informations. Et voilà. Et donc, on est heureux de savoir que ce jeune coiffeur peut avoir du talent. Mais j'ai mis aussi des photos de, par exemple, la campagne de recrutement de la SNCF. Là, c'est en 2017, qui dit « Place au talent ». Et on a deux techniciens qui sont penchés sur des rails et qui étudient des caractéristiques de ces rails, et ce sont des talents. Alors, vous voyez bien que entre les premières images que je vous ai montrées et celle-là, on a toujours le même mot, mais les choses ne sont plus exactement les mêmes. Et en bas, à la Caisse d'épargne de Paris ou d'Île-de-France, on aime tous les talents. Autrement dit, on recrute, et là, on met l'accent sur la diversité. Autrement dit, on dit il y a beaucoup de talents, et nous, on ouvre les portes à tout le monde. Mais on appelle ça des talents. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ça veut dire les individus ne se distinguent pas simplement par des diplômes, mais par bien d'autres qualités, et nous ouvrons les portes pour les recruter. Ce sont des éléments... on peut dire à la fois publicitaire, mais en même temps, ce sont des éléments de réalité. Et une enquête de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, et de Terra Nova, qui est un think tank de 2024, mentionne lui aussi que le rapport au travail a changé et que la gestion des talents, dit ce rapport, et des attentes ne peut plus être la même qu'autrefois. Autrement dit, les jeunes actifs ont des exigences à l'égard du marché du travail. Il faut qu'on s'intéresse à eux, à leur développement, c'est la question de la fameuse développement du talent, qu'on leur donne des responsabilités, qu'on leur donne plus d'autonomie. Donc vous voyez, peu à peu, on ajoute des significations les unes après les autres pour composer quelque chose. Et ici, je vous donne des graphiques de... Je ne sais pas si vous utilisez ça parfois, mais Google a un logiciel qui s'appelle Ngram Viewer, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, qui exploite la totalité des sources imprimées, des livres essentiellement. On aimerait avoir les articles, les journaux, etc. Mais là, ce sont les livres. Et ils analysent l'occurrence des mots, la fréquence des mots dans ces sources. Et c'est une manière d'analyser, en quelque sorte, l'évolution du vocabulaire et de la sémantique. Et j'ai mis ici en haut les trois termes dans la recherche sur les sources américaines ou American English. Il y a skill qui est en haut, c'est-à-dire on a un terme en France qui est un peu compétence, mais
ou aptitude, mais qui n'est pas très clair. Au milieu est apparu le talent, qui grimpe beaucoup comme skill. En fait, le talent, c'est la somme des skills, si vous voulez. Et en bas, vous avez qualification, en anglais qualification, qui est moins utilisé qu'en Europe. Et en dessous, j'ai mis la France. Et vous voyez, le terme de compétence a connu une forte expansion, et puis tout d'un coup, il diminue. Dans les années 2000, c'est là que le terme de talent commence à augmenter aussi, mais voilà. Et en revanche, le terme de qualification, la qualification, vous savez ce que c'est, il y a eu des grilles de qualification. Au lendemain de la guerre, on a dit les métiers sont définis par un certain nombre de qualifications et votre position dans une entreprise peut se référer à une grille de qualification qui est souvent liée au diplôme et aux tâches en question. C'est le couple diplôme et les tâches qu'on doit exercer. Et ça, c'était la grille des qualifications. Eh bien, ce vocabulaire, il entre en désuétude et le vocabulaire du talent et de la compétence s'est substitué à ce vocabulaire-là du travail. Et ici, j'ai mis talent management, personal management ou human resources management. Le terme de personnel management, le management du personnel, a connu un déclin. Ça, c'est le monde des entreprises. Aujourd'hui, on ne parle plus de management du personnel ou du personnel. On parle volontiers davantage, on a parlé beaucoup des ressources humaines, mais maintenant, on parle davantage du management des talents. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Alors, on va regarder, parce que quand on parle de management des talents, les gens qui sont les DRH en question, j'en ai rencontré souvent et beaucoup, me disent toujours « Ah, mais on l'utilise, mais on ne sait pas très bien ce que c'est. » Alors, on va regarder. Alors, on regarde, et comment est-ce qu'on va faire? On va d'abord regarder ce qu'on peut savoir dans les sports. Je vous résume tout ça, évidemment, mais peut-être dans les questions, on pourra développer. C'est une question d'identification et de développement. C'est une question qui est déroutante parce qu'on aimerait, dans les sports, avoir le moyen de définir très tôt qui pourrait avoir un talent pour réussir. Ça leur permettrait, vers l'âge de 4, 5, 6 ans, hop, on les met dans des entraînements intensifs, etc. Et on avance comme ça. Et en même temps, parce qu'on dit c'est le résultat de capacité, de bonnes capacités, mettons, d'un bon patrimoine biologique ou de capacité innée, comme on l'appelle, mais aussi d'apprentissage par l'expérience et d'une sorte de combinaison des facteurs. Si vous dites « je suis capable de détecter très tôt des talents », évidemment, vous allez mettre en route plutôt, vous allez maximiser l'idée qu'ils sont le produit de caractéristiques peut-être d'abord génétiques. Et en fait, c'est une erreur. Il existe ce qu'on appelle les sport genetics. Dans toutes ces affaires-là, il y a toujours une industrie quelconque qui va se mettre sur le sujet et qui vous dira « moi, je vais vous prédire si votre fille ou votre garçon peut réussir à être ceci ou cela. » Basketteur, patineur, footballeur, etc. Et la vision qui est différente et même opposée à celle-là, c'est de dire, mais non, on ne sait pas tout d'un individu, d'un enfant à 5, 6 ans ou 7, 8 ans. La maturation est encore en cours et donc il faut qu'il se développe ou qu'elle se développe. Et ça, c'est une autre affaire. Et si vous voulez, et du coup, il y a le terme de talent dans ce monde-là, il est assez nébuleux, même s'il est très utilisé. Pour vous donner la représentation des deux choses, à gauche, vous avez l'idée que on peut écrire une équation avec telle ou telle caractéristique de l'individu. Je suis sûr de pouvoir dire c'est ou non un talent. C'est ce qu'on appelle une équation avec une régression linéaire. Et à droite, vous dites non, c'est pas comme ça que ça se passe parce qu'il y a tellement de facteurs qui interviennent. Les coachs, la famille, la maturation psychologique, les amis et d'autres, les intérêts des individus qui peuvent varier. Et on peut commencer une carrière de sportif en faisant du foot et puis après on devient basketteur et ensuite on devient cycliste. Ça arrive souvent. Donc ça n'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup plus de flexibilité et d'interaction entre beaucoup de facteurs. Ça, c'est un point essentiel parce que ça veut dire que ça résiste évidemment à l'idée qu'on serait dans le déterminisme pur et simple. Une fois que vous savez qui
quelles sont les qualités des individus, vous pouvez dire, ben voilà, je les ai, et en avant. Et j'ai lu récemment un article de recherche sur l'élite des footballeurs européens. Et qu'est-ce que disait cet article? Il cherchait à savoir qu'est-ce qu'ils avaient comme qualité. Et qu'est-ce que c'était que les qualités de ces footballeurs de haut niveau? C'était flexibilité cognitive, une capacité à penser en étant flexible, des hauts niveaux de ce qu'on appelle conscienciosité. Alors c'est une manière d'être autodiscipliné, de respecter des obligations, de s'organiser, de réussir à faire des efforts orientés vers des buts, mais avec une volonté d'avancer, et une ouverture à l'expérience, c'est-à-dire une grande curiosité. Pour des footballeurs, je parle, et vous les voyez autrement sur le terrain, mais là, on les regarde dans les qualités qu'on mesure dans leur psychologie. Et aussi une aversion à l'égard de ce qu'on appelle l'agréabilité, c'est-à-dire une réduction, c'est-à-dire ils ne sont pas des gentils. Ils ne sont pas compatissants, etc. Ils sont des compétiteurs, comme on dit. Et enfin, ils doivent avoir une certaine stabilité émotionnelle. Autrement dit, ils ne doivent pas se laisser emporter par sinon c'est le carton rouge. Et ça, c'est une manière de dire, voilà toutes ces qualités, mais alors quel est le bon dosage de toutes ces qualités? Quand vous pensez à vous-même, psychologiquement, vous dites, bon, j'ai telle et telle qualité, disposition, capacité, mais quel est le bon dosage? J'ai plus de ceci, moins de cela, etc., etc. On ne connaît pas exactement le bon dosage. Et un des mystères de ces affaires de talent, c'est que si je connaissais exactement le bon dosage, eh bien, je serais le roi du monde. Je pourrais sélectionner les talents a priori et les pousser à la victoire à coup sûr, etc., etc. En fait, on ne connaît pas ce bon dosage. Et ça, c'est un des sujets majeurs. Une des manières d'avancer, c'est précisément de faire que les individus se développent et qu'ils se révèlent peu à peu en faisant des efforts. Ça, c'est une valeur fondamentale. Tout à l'heure, le recteur a parlé d'un cours que j'ai donné sur la méritocratie. Une des définitions du mérite qui a été donnée, même si elle était de manière critique, c'était de dire mérite égale talent plus effort. Si vous ne faites pas d'efforts, vous ne saurez jamais de quoi vous êtes capable. Ça, c'est un point fondamental. Marx lui-même l'avait dit, et c'est très bien comme ça. C'est agir sur le monde permet de savoir de quoi exactement on est capable. Il y a une autre... je vais entrer maintenant dans un autre monde pour tirer des leçons de tout ça, c'est le talent dans les sciences. J'ai beaucoup de collègues éminents dans les sciences et j'ai beaucoup travaillé sur les mathématiques parce que j'ai fréquenté, et je fréquente toujours, des collègues mathématiciens qui sont de très haut niveau. Notamment, la France a une école mathématique absolument remarquable. Et là, je vous ai listé ici les médaillés Fields. C'est la plus haute distinction en mathématiques qui est donnée avant l'âge de 40 ans. C'est-à-dire que ces disciplines-là, c'est comme dans les sports, d'une certaine manière, vous êtes au sommet avant un certain âge. Et qu'est-ce que c'est que les qualités de ces médaillés Fields français, dont vous avez la liste ici? Ils ont participé aux Jeux olympiques de mathématiques. Saviez-vous qu'il existait des Jeux olympiques de mathématiques? Il y en a d'autres, des Jeux olympiques de physique, etc., etc. Et il y a toutes sortes de concours de mathématiques. J'ai étudié le concours Kangourou aussi, qui est passé par toutes sortes d'élèves, des centaines de milliers d'élèves dans les collèges et les lycées français. Voilà. Et ensuite, ils passent par le filtre d'une grande école, l'école normale supérieure. J'ai mis en haut, vous voyez en haut la cascade des manières de recruter, de sélectionner les individus. Ils ne savent pas d'emblée de quoi ils sont capables. Souvent, ils sont enfants de professeurs de mathématiques. En mathématiques, c'est assez spécial parce qu'il faut parler la langue. Les mathématiques, c'est un langage, mais il vaut mieux s'y être habitué très tôt et jouer avec. C'est très important. Tout le monde peut faire de bonnes mathématiques en jouant avec. C'est un sujet essentiel.
Et vous dire « Ah non, je ne suis pas doué par les maths », c'est-à-dire « J'ai aucun talent pour les maths », c'est une catastrophe parce que vous vous condamnez à réaliser ce que vous pronostiquez sur vous-même. Et ça ne se passe pas comme ça. Il faut être beaucoup plus détendu à l'égard de ça, mais ensuite, il faut faire des efforts importants. Et il passe d'un bassin de sélection à l'autre. C'est comme dans une ligue locale, régionale, nationale, internationale, etc. Ils ont des emplois de recherche, par exemple. Voilà, et ils font leur thèse dans des bonnes... Bon, c'est un des mécanismes d'identification et de développement des talents, si vous voulez. Quand on passe des JO à l'école normale, etc., on fait une thèse, on est au CNRS, et puis on finit par avoir la médaille. C'est un développement, mais on n'était pas sûr. Il y a beaucoup d'individus qui sont passés par les mêmes étapes, mais qui n'ont pas obtenu ce niveau de réussite. Alors, la recherche, c'est un drôle de monde. C'est mon monde, l'enseignement aussi. Dans la recherche, c'est un monde avec beaucoup d'inégalités. 20% des chercheurs publient 80% des articles. C'est quand même assez violent. Heureusement que vous ne savez pas, au début d'une carrière, où vous en êtes. C'est les courbes de gauche, pardon. Le graphique de gauche, c'est un graphique de concentration. Autrement dit, vous voyez ici 80% des publications et des citations, c'est même plus que ça pour les citations, à travers les papiers qui sont publiés. Et à droite, vous avez ce qu'est un chercheur quand il enseigne. L'enseignement, c'est tout à fait différent. Beaucoup d'enseignants enseignent tout à fait correctement. Il y a des enseignants extraordinaires. Probablement ceux qui sont ici le sont. En tout cas, c'est le plus beau souhait que je puisse vous faire. Et il y a des enseignants qui ne sont pas bons du tout. Mais c'est très différent. Dans un des métiers, c'est risqué. La recherche, on ne sait pas si on va trouver, on ne sait pas si on a un talent extraordinaire ou pas. Et on a une incertitude sur ce qu'on va faire et ce que vaudra la découverte qu'on peut faire. Et du coup, quand on veut progresser dans la carrière de chercheur, c'est par la qualité de vos travaux que vous pouvez progresser. Dans l'enseignement, c'est autre chose. Vous êtes à peu près certain d'être utile et de réussir votre travail en ayant les connaissances nécessaires et la passion ou la vocation nécessaire, mais on ne vous demandera pas de produire des résultats de recherche, on ne vous notera pas non plus sur les résultats de vos élèves, en tout cas en France. Et donc, la recherche, elle est par excellence beaucoup plus risquée, et c'est une des valeurs qui est attachée parfois à la notion de talent, c'est savoir prendre des risques à un moment donné, ne pas être pris dans une certaine routine. Tout le monde voudrait, dans notre vie de travail et de vie de tous les jours, éviter tout de même essentiellement la routine, parce que la routine, c'est savoir d'avance ce qui va se passer. Et vous préférez avoir des surprises. Évidemment, vous avez besoin de sécurité, vous ne pouvez pas être dérangé et bousculé sans arrêt par le réel, mais vous avez envie d'avoir une vie où vous apprenez quelque chose et vous êtes dans l'inverse de la routine. Et alors, vous vous dites, mais... la recherche, comment est-ce qu'on y arrive ? Est-ce qu'il faut être un génie d'emblée, un Einstein ou bien l'équivalent, etc. Moi, je ne le suis pas. En fait, c'est plus compliqué que ça, et c'est d'une certaine manière à la fois plus compliqué et plus simple. Il y a, dans la recherche, il y a toutes sortes d'activités qu'il faut faire, et chacune de ces activités, vous pouvez la faire normalement, comme on fait... la distribution des qualités pour le faire, elle est normale, comme on dit. Elle obéit à une loi de Gauss, avec tout le monde est à peu près au centre. Simplement, il y a beaucoup de tâches différentes et il faut y arriver. Et c'est la cumul de toutes ces activités-là qu'il faut pouvoir réussir très correctement, qui fait qu'à la fin, il y en a qui font un peu la différence par rapport à d'autres. Et je vous donne ici une citation sur le sport pour le rapprocher des sciences, qui vous dira, comme les échecs, le sport exige. Qu'est-ce que le sport exige ? Pensez-y. Une prise de décision compliquée. Quand vous êtes sur un terrain de foot, par exemple, ou bien vous êtes sur un terrain de tennis, etc., où est-ce que vous allez jouer la balle, à qui vous allez la passer, etc. Et ça, à toute vitesse. Alors, la citation dite encore, c'est un extrait d'un article de psychologie, de la reconnaissance des formes, une performance sous pression. Vous êtes sans arrêt sous pression. Et
on s'oppose à des adversaires qui veulent contrarier votre effort. Et voilà, et donc des compétences motrices complexes, l'exécution de ces mouvements tout en se déplaçant dans un environnement qui est dynamique et imprévisible. Donc ce sont des compétences perceptives et cognitives et motrices qu'il faut combiner ensemble. Et chacune d'elles, vous pouvez la maîtriser normalement, mais c'est la combinaison et à la vitesse où il faut les maîtriser qui devient le facteur qui fait qu'il y en a qui vont réussir beaucoup plus que d'autres, et au moins pour un moment. Et là, je le transpose à qu'est-ce que c'est qu'être un bon chercheur. Un bon chercheur, et il y a un article fameux qui le dit comme ça, pour publier un bon article qui fait de la bonne recherche, il faut trouver un bon problème, il faut l'explorer, il faut reconnaître le résultat quand il arrive, c'est pas si simple, parfois on ne le reconnaît pas. Il faut savoir rédiger le résultat, il faut savoir répondre à la critique quand on soumet son article à des lecteurs pour être publié. Et donc, il faut trouver la bonne revue pour le publier, il y en a beaucoup. Il faut avoir de la persévérance pour changer ce qui doit être changé et réagir à la critique qui est faite. Et il faut gérer une équipe, mettre en place des réseaux de coopération, lever des fonds. Tout ça, ce sont des activités que, si vous les prenez une à une, on y arrive à peu près. Mais c'est pour les combiner tout ensemble que ça devient beaucoup plus compliqué pour y arriver. Et c'est quand on les combine que tout d'un coup, on a des résultats qui sont hors normes pour certains, alors que les qualités pour les réussir, elles sont normales d'une certaine manière. Mais c'est la combinaison de ces qualités. C'est une des manières d'ouvrir cette boîte noire du talent et de dire, voilà, c'est pas un truc incroyable. Ils sont pas tous géniaux pour trouver tous les bons problèmes, etc. Il suffit pas de dire, on est bon sur tout. Non, c'est comme si par exemple, je parle d'un pianiste ou d'une pianiste qui a des doigts extraordinaires, qui sait jouer à toute vitesse, mais elle n'a pas de mémoire, ou alors elle ne résiste pas à la pression. Bam, ça c'est un vrai problème. Elle sera formidable sur une dimension, mais pas sur l'autre. Celui qui sera il n'aura pas des doigts miraculeux, mais il aura une très bonne mémoire et il saura résister à la pression. Il ne sera pas au maximum sur tout, mais il y arrivera. C'est une leçon que vous devez retenir et que tout le monde doit retenir pour se connaître soi-même. Je ne suis peut-être pas bon sur toutes les dimensions, mais si j'arrive à les combiner habilement et à me connaître mieux et à faire des expériences pour me connaître mieux, je vais découvrir de quel talent, au juste, je peux être éventuellement porteur. Ici, je vous montre le résultat. J'ai parlé des mathématiques à propos des sciences. Je vous montre le résultat d'une recherche qui a été faite aux États-Unis. Vous savez que les Asian Americans, comme on dit, les enfants américains d'origine asiatique, ont la réputation d'être de très bons élèves. Si on faisait uniquement des recrutements à Harvard, la grande université, sur la base des scores et des tests, tous les élèves, tous les étudiants seraient Asian American parce qu'ils ont des résultats aux tests incroyables. Et alors la question c'est, est-ce que c'est une affaire de disposition innée, de dons naturels, etc., de pure intelligence, ou est-ce qu'il y a autre chose? Et c'est pour vous donner une idée d'un autre facteur qui est l'effort. Et les chercheurs ont montré, après avoir mesuré par des tests de QI, notamment les élèves, c'est en bas, est-ce qu'ils font la différence par rapport à des élèves d'autres ethnies, et notamment les Blancs? Si on prend les Blancs aux États-Unis, c'est un des choix qui a été fait. Les Asian Americans, ils sont en rouge, et les Blancs sont en bleu. On regarde en bleu, non, c'est la différence entre Asian Americans et white people aux États-Unis. Et en bleu, vous avez ce que sont les aptitudes cognitives, et en rouge, ce que sont les efforts que réalisent les étudiants, l'intensité de travail. Eh bien, quand on veut expliquer la différence de réussite entre les deux, les Asian Americans et les Blancs, les étudiants blancs, c'est l'effort qui fait la différence. Ce n'est pas tellement en bas les capacités cognitives. Ça, c'est un sujet majeur. L'effort, on peut se dire « oh là là, bon, ça va », etc. Mais c'est ça qui va faire la différence. Si vous ne faites pas l'effort, si on ne fait pas l'effort, et la plupart de ceux que j'ai montrés en faisant ma galerie des talents, ils font des efforts incroyables. Léo Marchand et tous, ils travaillent énormément.
Et c'est très simple à comprendre. Si vous ne le faites pas, vous ne saurez même pas au juste où sont vos limites. Et ici, on le montre pour les qualités pour faire des mathématiques. C'est tout ce qui est en dessous de la barre, c'est ce qui fait une différence qui est négative par rapport à des blancs. Bon, c'est pas parce qu'on est né avec des aptitudes. Autrement dit, c'est cette fameuse histoire de est-ce que c'est inné ou acquis. C'est pas ça qui fait la différence, c'est ça qui fait la différence au milieu, c'est-à-dire je peux apprendre les mathématiques, c'est cette capacité de se dire non, je ne suis pas simplement l'enfant de ma famille, je peux apprendre. Et puis il y a l'attente des parents qui joue un rôle aussi. Autrement dit, et ça c'est un point important, la France se définit dans les grandes enquêtes internationales, souvent les élèves sont victimes de fatalisme. À quoi bon, puisque de toute façon, je ne suis pas né dans le bon milieu, etc., etc. Je n'aurai pas cette chance-là. Et ce fatalisme-là, il est terriblement handicapant parce qu'il vous empêche d'aller au-delà et de réaliser quelque chose. Eh bien, c'est ça, c'est l'idée, je peux apprendre, je peux y arriver. C'est très important. Sinon, vous êtes victime de à quoi bon. Et puis voilà. Ça, c'est un point. Et ça, c'est mesuré. Ce n'est pas des simples propos de comptoir, hein, c'est mesuré. Voilà. Alors, maintenant, j'en viens aux arts. Je regarde où j'en suis. Il faut que je fasse assez vite. Dans les arts, il y a une affaire qui est très différente, et qui est pourtant liée, c'est le talent est relié à la créativité. Tout simplement parce que dans les arts, il ne s'agit pas de copier autrui. Il faut être différent, il faut être original. Sinon, vous ne pouvez même pas publier quelque chose, on vous accusera de plagiat. Mais la question c'est de combien suis-je original par rapport à quelqu'un d'autre? Puisque personne ne fait la même chose, on va devoir comparer des gens, par exemple ceux qui vont avoir la course au prix littéraire de l'automne. Comment est-ce qu'on a mesuré exactement la qualité de celui ou de celle qui va avoir le prix Goncourt? C'est pas simple du tout. Et en même temps, celle-là ou celui-là, alors il y a les premières listes, les finalistes, et puis finalement le vainqueur ou la victorieuse. Et on se dit, mais de combien exactement ils sont meilleurs? Ils sont tous différents, ils ont tous proposé quelque chose de différent, et pourtant le spot va se mettre sur ceux qui ont obtenu le prix, qui ont attiré l'attention. Mais ça vaut aussi pour d'autres secteurs du marché, le marché de la grande littérature, de la littérature de grande audience. Il y a aussi certains qui raflent la mise alors que peut-être ils ne sont pas tellement meilleurs que d'autres. Et pourtant, il y a une concentration incroyable, c'est la courbe de droite, c'est comme pour les sciences. Il y a 20% des artistes qui raflent 80% des revenus. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Et ça, c'est mesuré sans arrêt. Eh bien, le problème, c'est ils sont différents, et à un moment donné, ce qui était horizontal, c'est-à-dire je me différencie de machin et de choses, et ça pivote, ça devient vertical. Un tel est jugé bien meilleur que tous les autres, et on ne sait pas de combien et pourquoi, ce serait très difficile à faire. C'est du subjectif à l'état pur. J'ai étudié par exemple les concours de piano internationaux, et les jurés, ils vasouillent au début, ils ne savent pas, puis peu à peu, ils commencent à discuter entre eux et à régler leurs critères, mais ça reste très, très incertain comme processus. Et un grand économiste que je cite ici, qui a écrit un article connu qui s'appelle « The Economics of Superstars », dit quelque chose de très troublant. Il dit « Même avec une différence toute petite, on est capable d'être le vainqueur ». Et ça, d'un coup, par exemple, Léo Marchand, pour prendre les sports, il a battu le deuxième de quelques centièmes. C'est Léo Marchand qui a raflé toute la visibilité. Et le deuxième, est-ce qu'on se souvient de son nom? C'est une bonne question que je pourrais vous poser. Vous me direz, si vous vous souvenez de la meilleure épreuve dans laquelle il a été premier, le deuxième, il était battu de quelques centièmes. Est-ce que dans les arts, ça n'est pas aussi la même chose? De combien est-ce qu'on est meilleur qu'un autre? Mais simplement, on ne peut pas le mesurer comme on le mesure dans une piscine.
Mais c'est ça qui fait là. Donc il y a une forme d'injustice dans ce vocabulaire du talent. Si on dit « ah bah c'est le prix Goncourt qui a eu le talent, les autres non », il y a une forme d'injustice parce que le système produit une concentration de l'attention sur certains plutôt que sur d'autres, alors qu'il ne sait même pas de combien les uns sont meilleurs que les autres. Voilà un sujet intéressant. Bon, et bien maintenant je finis sur la question de l'entreprise. Cette question du talent est entrée dans le monde des entreprises à la fin des années 90 et le talent est associé à toutes sortes de mots. Je vous ai fait la liste ici, aptitude, capacité, engagement, compétence, contribution, expérience, savoir, performance, potentiel, le fameux potentiel, les skills, mais comment? Et en fait, il y a trois visions possibles de cette affaire du talent une fois qu'on va creuser un peu là, ce que disent les utilisateurs de ces mots-là. Il y a une conception hiérarchique qui dit, bon, ben, il y a des employés qui sont meilleurs que d'autres, c'est ceux qui sont des talents. Il y a une conception qui est, comme je dis, holistique, c'est-à-dire qui décrit la personne comme un ensemble et qui dit, voilà, l'individu au travail, c'est la totalité de ce qu'il apporte, son intelligence, son jugement, son attitude, son caractère, son dynamisme. Vous savez, c'est l'histoire des hard skills et des soft skills. Je ne suis pas simplement une machine à apprendre. J'ai mon caractère, j'ai ma sensibilité, j'ai mes affects, j'ai ma volonté de m'engager ou pas dans ce que je trouve intéressant, etc. Je peux avoir une capacité critique aussi à l'égard de certaines choses qui ne me plaisent pas et je vais le dire et je vais démontrer que j'ai raison. Tout ça joue un rôle. Donc, il y a cette conception-là, elle prend l'individu dans son ensemble, en quelque sorte, et elle dit, voilà, et une fois qu'on a pris toutes ces caractéristiques-là, ça ne veut pas dire qu'on aura trouvé le moyen de détecter les meilleurs, mais on veut dire que l'individu est plus grand que simplement le définir par son savoir, parce qu'il aura appris. Il est plus grand qu'un diplôme, parce qu'il a d'autres qualités qu'il doit savoir mettre en œuvre. Et la dernière conception, c'est la conception inclusive, qui est de dire non, le talent, c'est juste un mot pour dire les salariés. Voilà. Au lieu de parler des salariés ou des ressources humaines, qui est un mot un peu vilain, aujourd'hui, on va dire c'est des talents. Et c'est comme ça que le coiffeur a du talent et que mon boucher a du talent. Enfin, ce mot se circule un peu dans tous les sens. Mais il est là. Pourquoi est-ce qu'il est là? Il y a une sorte de sémantique de la valorisation, même dans des métiers que le grand sociologue américain Everett Hughes appellerait des métiers humbles ou des métiers, par exemple les métiers de premier rang. Vous avez sans arrêt l'expérience de ça. Voilà. Et quand on va regarder dans le monde de l'entreprise comment ce mot est utilisé vraiment, une fois que j'ai mis en œuvre toutes ces qualités telles que je les ai définies, il y a un usage qui est super exclusif, qui est de dire, dans certains secteurs d'activité, par exemple les hautes technologies et aujourd'hui l'intelligence artificielle, il y a des gens qui sont extraordinaires, et on va les payer comme des stars. Et donc, ça, c'est quand même un sujet, parce qu'on peut payer quelqu'un 100 fois plus que son voisin, parce qu'il est jugé une star. Et l'entreprise, normalement, contient les écarts de salaire à un niveau d'activité dans le type à emploi donné, elle contient les différences à un certain niveau. Mais une fois qu'on introduit cette dimension de starification, parce qu'il y a des ingénieurs qui sont géniaux, etc., là, on distord complètement le jeu. Et l'entreprise n'est plus un monde où il y a de la synergie, de l'interdépendance, mais certains sont jugés infiniment meilleurs que d'autres. Il y a un autre usage qui est un usage exclusif qui dit les talents, ce sont des professionnels hautement qualifiés dans des activités stratégiques. Toutes les activités ne sont pas stratégiques, mais il y a des professionnels qui sont importants dans ces activités-là, surtout dans ces activités-là. L'usage inclusif, c'est de dire c'est la gestion du personnel, voilà, comme je l'ai dit à l'instant, tout simplement. Et il y a un usage critique qui est de dire ah là là, ça suffit comme ça, tout le monde a du talent, mais le monde est mal organisé. Si on changeait de monde et qu'on serait totalement autonome,
qu'on ne subirait plus les évaluations de l'un par rapport à l'autre, tout irait beaucoup mieux. Et c'était le rêve de certains penseurs critiques que de dire débarrassons-nous d'un monde de la division du travail et de la comparaison interindividuelle et tout ira beaucoup mieux. Simplement, pour le réaliser, il faut qu'il y ait des ressources illimitées pour que personne ne soit plus en compétition avec personne et soit assuré d'avoir néanmoins un niveau de vie correct. Et ça, c'est l'usage le plus critique, si vous voulez. Mais il dira, tout le monde a du talent. Mais c'est la vision du travail qui nous contraint à valoriser certains plutôt que d'autres. Pourquoi est-ce que cette affaire de talent joue un tel rôle aujourd'hui dans certains secteurs plutôt que dans d'autres? Ici, je vous donne des données sur Détroit, aux États-Unis, la grande capitale de l'industrie automobile dans les années 90, et la Silicon Valley en 2014. Vous pourriez actualiser ces données avec des outils que vous pouvez utiliser. C'est extrait d'un travail d'un chercheur de Oxford. À Détroit, en 1990, le chiffre d'affaires de l'industrie automobile, c'était 250 milliards avec 1,2 million d'employés. Dans la Silicon Valley, en 2014, c'est à peu près le même chiffre d'affaires, 247 milliards, mais seulement 137 000 employés, c'est-à-dire 10 fois moins à peu près. Donc vous vous rendez compte de l'enjeu, évidemment. Ça veut dire que chaque individu dans la Silicon Valley pèse plus lourd que chaque individu dans l'industrie automobile. C'est ça le changement de monde qui pousse à ces questions sur le talent dans certaines industries encore plus que dans d'autres. Et ici, vous avez une donnée qu'on a exploitée sur comment est-ce qu'on paye quelqu'un chez Facebook, par exemple. Les software engineers, les ingénieurs de software, on les paye, et c'est à gauche, vous avez le niveau de revenu, le salaire, et à droite, c'est la composition, et en ordonnée, vous avez la composition exacte de ce qu'il gagne. C'est-à-dire quelqu'un qui est un débutant, mettons un ingénieur, il va gagner essentiellement un salaire et puis un peu d'actions et un peu de bonus. Mais plus les salaires sont élevés, plus le revenu complet est élevé, plus on va insister sur les actions de l'entreprise et sur des bonus. Et le salaire de base ne va pas augmenter tellement plus, tout simplement parce qu'on veut garder les gens. Et donc, on leur donne des actions de l'entreprise. Et c'est un des grands sujets de la gestion des talents, c'est de dire « Ah, mais si quelqu'un est bon, je vais le piquer. » C'était le talent traffic tout à l'heure, vous voyez. Donc, tout ça se reflète dans des mécanismes de rémunération aussi. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent aux entreprises, l'entreprise, comment est composée la rémunération? Est-ce que tout le monde devrait être payé de la même manière? On n'aurait que le salaire de base? Ou bien est-ce qu'on a des mécanismes qui s'empilent les uns sur les autres, notamment pour garder les fameux talents? Bon, je vais conclure par une question inattendue. Est-ce que les robots humanoïdes nourris d'intelligence artificielle pourraient avoir du talent? Ça serait un sujet de cours ou un sujet de dissertation. Vous pourriez demander à ChatGPT qu'est-ce que tu en penses, et après vous pourriez vous-même critiquer ChatGPT avec de bons arguments. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Parce que, évidemment, c'est l'ambition de remplacer l'humain, et donc est-ce que le talent est une notion qui est fongible dans les hautes technologies? Alors, on peut dire la chose suivante. J'ai montré tout à l'heure que développer et déployer des talents nécessite, ce n'est pas un don que vous avez et qui arrivera à s'exprimer quoi qu'il arrive. Ça, c'est absurde, ça ne marche pas comme ça. Ça nécessite d'apprendre, ça nécessite de faire des efforts et ça nécessite d'être inventif. C'est ce que tout à l'heure j'appelais la flexibilité cognitive pour les footballeurs. Et les robots talentueux, mettons s'ils existent, ils seraient nos nouveaux dieux si, en plus d'être capables d'apprendre et de faire des efforts sans limite, ce qu'ils sont capables de faire, parce que ces machines tournent tout le temps et absorbent des données et apprennent sans arrêt. C'est vraiment ça, la révolution de l'intelligence artificielle. Mais si, en plus de ça, ils devenaient inventifs ou créatifs, ce qui est la dernière étape.
Est-ce que j'ai entendu encore ce matin Sam Altman de ChatGPT, enfin de OpenAI, dire « Je vais inventer une intelligence artificielle qui va être innovatrice, qui va lancer des innovations, qui va en quelque sorte être inventive. » Alors il promet, évidemment, ensuite on peut vérifier, mais comme toujours dans la recherche, montrez-moi une limite, moi je vais la dépasser. C'est ça le principe. C'est comme ça, et il faut le respecter parce que c'est le principe même. Bon, est-ce qu'on ira sur Mars? J'en sais rien, mais c'est le côté donnez-moi une impossibilité, je vous dirais que c'est idiot, on va y aller. Sinon, on est coincé et on ne fait que répéter ce qui existe. Alors, pour finir, je vais vous dire la chose suivante. Quand on veut réussir quelque chose, une activité, une vie, une entreprise, enfin un projet, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettons des choses comme ça, du talent, c'est-à-dire des aptitudes que vous pouvez développer et du caractère, quelque chose qui vous fait dire voilà, je vais agir et je vais mettre en œuvre des qualités psychologiques de persévérance, de résistance à la pression, etc., qui sont importantes. Il faut donc beaucoup de travail, ça c'est absolument inévitable. C'est vrai des arts, les gens qui ont du talent travaillent beaucoup, ne serait-ce que parce que les concurrents sont là. Dans les sciences, c'est la même chose. Il y a un workaholisme, on est obsédé par le travail. On est d'autant plus obsédé par le travail qu'on espère qu'il ne sera jamais une routine, et donc on peut lui donner du sens. Mais il faut aussi beaucoup de chance. Et ça, évidemment, c'est l'aspect humain, trop humain et contingent de notre monde. Qu'est-ce que c'est que la chance? Par exemple, dans les découvertes scientifiques, il peut y avoir une dimension de chance. Tout d'un coup, deux substances se sont mélangées, c'est comme ça qu'on a découvert la pénicilline, etc. etc. On découvre quelque chose par hasard, ou bien le grand mathématicien Poincaré, tout d'un coup, il a une illumination par chance, alors que il se cassait la tête sur un problème et hop, ça saute. Il y a aussi ce qu'on appelle en science les découvertes simultanées. Des chercheurs font du travail en même temps. Et il y en a un qui publie juste avant l'autre. Et il n'est pas meilleur que l'autre, mais il a publié juste avant. Ils ne se connaissaient pas, ils travaillaient sur les mêmes sujets. Et l'un n'a pas piqué les idées à l'autre, ils travaillaient sur le même sujet, ils sont arrivés au même résultat, mais c'est l'un qui publie et pas l'autre. Et l'autre, et ça m'a été dit souvent par des collègues, je n'ai plus qu'à mettre mon travail à la poubelle. Et c'est terrible, mais c'est le hasard des choses. Voilà, j'aurais dû publier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les grandes conférences scientifiques aussi, on interdit les portables ou les photos des slides, parce que si quelqu'un est sur le même coup que vous et que, hop, vous montrez quelque chose et qu'il a une bonne idée qui peut piquer et que ça y est, il va publier tout de suite. Bon, dans le sport, c'est très connu. Dans un cours sur la méritocratie, je racontais comment un champion cycliste avait été victime du mauvais sort parce qu'il avait fait, dans la course contre la montre qui décidait du vainqueur final, il est parti au moment où il y avait de la pluie. Tous les autres concurrents, ses rivaux, bénéficiaient du soleil, et lui, tout d'un coup, paf, il a la pluie, et donc il est ralenti, et il perd la course, et il perd la course finale. Et c'est terrible. Donc la chance joue un rôle énorme aussi. Et puis dans les arts, pensez à des grands sujets. Par exemple, vous sortez un film le jour du 11 septembre 2001. Et c'est fini. Votre film, il passe à la trappe. Il n'aura aucun succès parce qu'il est balayé par l'actualité. Mais vous pouvez penser à une autre manière de penser les choses. Vous êtes un acteur extraordinaire et vous tournez, il se trouve que vous tournez dans 2 ou 3 films qui n'ont aucun succès. Tout d'un coup, votre réputation va baisser d'un coup. Vous n'êtes pas responsable du résultat final, mais il se trouve que vous êtes dedans. Et voilà. Et ça, c'est pas de chance. Et voilà. Et ça, tout ça, c'est le mélange de hasard et d'action des individus. C'est tout ça qui se greffe sur cette dimension de ce type de relation entre des facteurs que vous pensez parfois séparément, mais qu'il faut réunir pour comprendre un peu ce monde du travail qui est à la fois
vous me direz les arts, les sports, les sciences, etc. Mais vous avez vu que dans l'entreprise, ça s'est introduit, cette dimension de talent, et que tout ça est compris dans une interaction de réalité qui sont assez compliquées à comprendre, mais qui font que vous pouvez agir mieux que vous ne pensez le faire si vous pensez que vous êtes uniquement défini par un diplôme ou une connaissance qu'il faut avoir acquise de toute façon, mais vous êtes plus que ça. Voilà. Merci pour votre attention et je vous invite à... Merci. À donner votre avis et avoir des échanges d'idées sur le site de l'Académie et voilà, pour écrire, voilà ce que vous pouvez faire. Et maintenant, on peut discuter. Bonjour. Bonjour. En fait, ma question, c'est, je voulais savoir comment le talent il pouvait être relié à la chance. Eh bien, le talent relié à la chance, voilà une bonne question. Merci. Vous êtes un comédien et j'ai étudié, il se trouve que j'ai fait une enquête sur les comédiens. Les comédiens, et on a fait une enquête, on les a interrogés sur toutes sortes de dimensions de leur travail, leur formation, leurs activités, leur niveau de revenu, etc., etc. Et puis à la fin, on leur a demandé d'exprimer librement leur opinion sur leur métier. Et dans ces réponses, on a eu quelque chose d'intéressant qui était je n'ai pas toujours la bonne information pour avoir un bon rôle. J'ai pas eu la chance d'avoir l'information au bon moment pour obtenir le rôle. Or, j'aurais pu, si j'avais eu cette information, me présenter au casting et espérer obtenir ça. Voilà. Et donc, je n'ai pas eu l'occasion de montrer tous ceux dont j'étais capable parce que voilà, la chance ne m'a pas servi. Un autre exemple, c'est, ça arrive souvent, je prends un exemple par exemple dans la musique classique, un artiste, ou dans la variété, un artiste tombe malade. Et celui qui était... et on fait appel à quelqu'un d'autre, un jeune qui n'avait pas encore commencé, qui était débutant, etc., etc., et qui tout d'un coup fait une percée incroyable. Ça arrive souvent, ces choses-là. C'est une histoire très connue, par exemple, dans le monde des chefs d'orchestre, qui est un rôle très compliqué. Un chef tombe malade, il faut pouvoir trouver quelqu'un d'autre. La maladie, c'est la malchance du chef, mais c'est la chance du chef qui est malade, mais c'est la chance du jeune qui est impatient de démontrer ses qualités. Hop, il prend la baguette et il dirige le concert et il fait un triomphe. Et c'est une découverte. Voilà, quelqu'un a bénéficié de cette chance-là. Et ça, c'est présent de plein de manières, parce que dans ces activités-là, il y a beaucoup de monde qui veut réussir, etc., mais tout le monde n'est pas capable de pouvoir démontrer de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il peut faire, comment il peut valoriser ses qualités, etc., etc. Et la chance vous aide à faire ça. C'est un des mécanismes. Et c'est évidemment important. Donc, il vous faut avoir les qualités nécessaires si vous voulez saisir votre chance, mais il faut savoir aussi parfois prendre des risques. Par exemple, celle ou celui à qui on a dit « Ah ben, machin est tombé malade », tu pourrais diriger, tu pourrais faire la représentation à l'opéra, etc., etc. Si la personne dit « Ah non, je ne suis pas prêt, ça ne va pas, etc. », eh bien, elle n'aura pas saisi sa chance. Et c'est dommage. Elle n'aura pas pu démontrer quelque chose. Elle peut aussi se planter. Mais ça, c'est une autre affaire. Dans des activités où on prend des risques, évidemment, on risque de se planter. Mais une des grandes leçons aussi de tout ce que je peux dire, c'est si vous ne prenez pas le risque en tentant votre chance, c'est le cas de le dire, en ayant peur de l'erreur, vous n'apprendrez pas non plus, parce que faire des erreurs, c'est apprendre. Et ça, c'est très important. Il y a des sociétés où on tolère moins l'erreur que dans d'autres, mais c'est dommage. Et il faut savoir faire des erreurs pour apprendre sans arrêt. Et notamment dans des métiers les plus intéressants, pour y aller dans ce sens-là aussi, les métiers les plus intéressants, c'est les métiers où on apprend sans cesse, tout le temps. Et en même temps, on risque de se tromper. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et voilà. Et la chance, c'est ça. Pour en donner encore un autre exemple qui est assez savant, mais
un de mes collègues au Collège de France, Pierre Boulez, dont on fête le centenaire de la naissance cette année, et il y aura un colloque au Collège de France en son honneur que j'organise. On lui a proposé de diriger le Sacre du Printemps, qui est une œuvre célèbre de Stravinsky, qui a fait un scandale gigantesque en 1913, parce que c'était à la fois une musique et une chorégraphie insensée. Les salles se sont levées en hurlant, pensant qu'on les insultait, etc. C'était un scandale monumental. Et il y a eu un concert pour les 50 ans de la création du Sacre du Printemps en 1963. Et on a proposé à Boulez de diriger. Et Boulez n'était pas un chef d'orchestre, c'était d'abord un compositeur. Mais il a dit, d'accord, je relève le défi. Et c'était un défi énorme parce que c'était les 50 ans de ce concert fameux et donc il aurait pu se planter intégralement. Il est allé faire une répétition au Canada, il y a une vidéo, on le montre en train de répéter discrètement avec un orchestre de deuxième catégorie pour se faire un peu la main et se dire bon, je prends un risque mais je vais quand même essayer d'y arriver. Et il est revenu en France une semaine après et il a dirigé le concert, ça a été un triomphe. Il aurait pu se casser la figure de manière monumentale. Et voilà, et ça, il a saisi sa chance, c'est ça que ça veut dire. Et c'est important. Évidemment, il se serait planté, mais il aurait peut-être rebondi aussi, parce que ça, c'est l'énergie du caractère, c'est avoir un peu un sentiment de confiance en soi, même quand on est dans l'adversité, qu'on se plante un peu, il ne faut pas se laisser détruire par la chose. C'est ce qu'il y a de pire. Ou alors le fatalisme, je n'y arriverai jamais, etc. etc. Un des ressorts pour savoir saisir sa chance, c'est se dire « eh ben, je suis très bon ». Quand on interroge, ça c'est les psychologues ont fait ça, ils ont demandé aux individus de se dire où ils se situaient par exemple dans les compétences qu'ils avaient. Et la très grande majorité des gens se sont dit « je suis supérieur à la moyenne ». Ce qui est un truc un peu bizarre, parce que normalement, la moyenne est faite pour distribuer les gens entre les bons et les moins bons, mais tout le monde pensait qu'ils étaient meilleurs que la moyenne. Et ça, c'est une propriété des individus. Si vous pensez d'emblée que vous êtes inférieur à la moyenne, ben, vous vous condamnez à échouer. Ça, c'est sûr et certain. Et il y a des activités où on pense qu'on de toute façon on va être extraordinaire. Le grand peintre Gustave Courbet, il y a une exposition en ce moment près de Besançon, il est arrivé à Paris en disant si on ne pense pas qu'on va révolutionner la peinture, c'est même pas la peine d'essayer. Autrement dit, il avait une espèce de boursouflure de l'ego incroyable. Il s'est dit, bon, allez, je vais casser la cabane. Et en même temps, il a réussi d'une certaine manière. Mais il aurait pu se planter. Voilà, c'est une des... Il a pris sa chance. Bonjour. Okay, bonjour. Du coup, moi, ma question, ça serait, est-ce qu'on a avec du talent ou est-ce qu'on développe son talent ? Il y a eu une grande controverse au XIXe siècle quand un célèbre psychologue, Francis Galton, a dit « Moi, je montrerai que l'intelligence est héréditaire ». Et que donc, voilà. Et ça a fait à la fois un énorme scandale et ça a été une discussion très très vive en disant quoi que vous fassiez, vous n'êtes que le fils de vos parents, etc., etc. Ça a été ensuite démoli par la recherche qui a passé son temps à montrer que l'individu, c'est une totalité très compliquée. Il y a des facteurs génétiques, évidemment, chacun a son patrimoine génétique, et il y a des facteurs environnementaux. Et l'environnement développe et suscite des qualités qui étaient en partie présentes déjà chez l'individu, mais il en suscite d'autres qui vont être réincorporées dans le patrimoine génétique à travers l'épigénétique. Et donc, à la fin du XIXe siècle, Émile Durkheim, qui a été professeur ici à la Sorbonne, a dit, pour réagir contre Galton, a dit « c'est une affaire d'interaction entre des facteurs », c'est-à-dire il y a de l'inné et il y a de l'acquis, et tout ça entre en interaction. Et c'est ça la réalité. Et on ne peut pas mesurer exactement de combien l'inné est responsable et combien l'acquis est responsable, mais ce dont on est sûr, c'est que si quelqu'un ne cherche pas à développer des qualités, il ne saura même pas de quoi il est capable. C'est ce que j'ai voulu dire sans arrêt. Quand j'ai parlé du sport tout à l'heure, j'ai dit, voilà, il y a un modèle qui dit, je vais y revenir, c'est une occasion de préciser, si vous voulez, l'exposer.
Voilà. À gauche, vous avez l'idée que c'est une équation. Alors, j'ai des qualités intrinsèques et puis j'ai un environnement qui va me le favoriser, mais je ne sais pas exactement comment, etc. Je ne sais pas. Je pense que je vais avoir la formule magique. Et là, mettons le facteur alpha, c'est le facteur des prédispositions génétiques. Et après, il y a des conditions d'entraînement, etc. Et si j'ai l'équation avec une composante génétique très importante, je vais pouvoir détecter très tôt le talent. Et cette affaire-là a été discutée, figurez-vous, aux Jeux Olympiques de Londres. En 2012, aux Jeux Olympiques de Londres, pour les Jeux Olympiques de Londres, un peu avant 2012, les organisateurs et la Fédération des sports britannique a dit « Comment est-ce qu'on pourrait avoir plus de médailles d'or ?» Et alors, ils ont réuni des psychologues, des généticiens, des sociologues, etc., pour dire « Mais alors, comment est-ce qu'on va faire ?» Et il y a eu une bataille insensée, il y a eu des tas d'articles pour dire « Voilà, on va décomposer la performance en tel facteur, et personne n'était d'accord pour dire « C'est tant de prédispositions génétiques, tant de capacité d'entraînement, tant de résistance à l'effort, etc. » Autrement dit, heureusement que le mystère demeure, mais il y a sans arrêt des gens qui disent, par exemple, j'ai parlé des sport genetics, qui vous disent « Moi, je vais vous déchiffrer votre ADN, l'ADN de votre enfant, et je vais vous dire dans quel sport il peut réussir, ou bien alors quelles sont ses capacités de réussir dans telle ou telle activité. » C'est évidemment du charlatanisme, parce que, encore une fois, il y a les deux qui sont vrais. Et c'est plutôt cette version-là qui est à droite, c'est l'interaction dynamique des facteurs. Mais évidemment, c'est plus compliqué. Et on ne sait pas d'emblée de quoi on est capable, encore une fois. Et il y a sans arrêt des recherches qui montrent ce qui est imprévisible. J'ai un collègue économiste qui a parlé des Lost Einsteins. Autrement dit, des adolescents, des enfants et des adolescents qui n'ont pas eu la chance d'avoir l'environnement nécessaire pour développer des qualités dont ils étaient peut-être porteurs, on ne saura jamais de quoi ils étaient capables. Et autrement dit, ce sont des Einstein perdus qui n'ont pas eu la chance de se réaliser. Et c'est pour ça que l'éducation joue ce rôle tellement considérable. Mais l'éducation est un processus lui-même complexe. Il y a l'enseignant qui fait beaucoup et l'étudiant, l'élève qui doit agir de son côté énormément. La quantité, l'effort est une variable essentielle. Et c'est ce que j'ai dit à propos des Asian Americans. Autrement dit, on a testé pour les étudiants, les élèves d'origine asiatique aux États-Unis, est-ce que c'est une histoire de QI et avec un câblage qui est assez tôt fixé par des prédispositions génétiques, c'était l'idée. Est-ce que c'est ça qui fait la différence quand ils sont meilleurs ou est-ce que c'est autre chose? Et en fait, ce qui était le plus visible, c'était l'effort qu'ils réalisaient pour apprendre et pour se dire « je vais y arriver ». Et ça, c'est la chance de ce genre de recherche, c'est de dire « vous n'êtes pas dans un déterminisme pur et parfait ». Qu'il soit génétique ou Dieu sait quoi. Non, c'est pas ça. C'est l'inverse. Il faut que ça se développe. Et il faut que ça se développe, mais il faut choisir aussi l'activité dans laquelle on va se développer. Il y a des activités qui vous permettront d'aller très loin, d'autres dans lesquelles vous vous réaliserez, etc. Voilà, donc c'est cette interaction qui est la vision la plus riche et en même temps la plus complexe, parce qu'on n'a pas d'équation simple pour dire « Ah, je suis sûr de réussir ». Si on est sûr de réussir, c'est qu'on est dans une activité qui n'a pas beaucoup de surprises. Et ça, c'est des activités assez routinières. Dans les activités qui sont plus intéressantes, on n'est pas certain de réussir, mais il faut y aller. Voilà. Mais tout le monde peut ne pas vouloir y aller, parce qu'on doit accepter ce jeu. Quand j'ai commencé ma carrière dans la recherche, je n'étais pas sûr de faire grand-chose. Je me suis dit, je vais y aller, je vais faire une thèse formidable et tout le monde va trouver que je suis sensationnel. Et après, il faut vérifier. Et c'est pas aussi simple que ça. Et ça n'arrive pas toujours. Voilà. Alors bonjour, déjà merci encore une fois pour votre conférence. Je voulais savoir, selon vous, l'art oratoire ou les qualités oratoires, est-ce qu'on pourrait considérer ça comme un talent et dans quel sens, notamment pour nos représentants, que ce soit à l'international ou en politique?
Oui, c'est une bonne question. Ça fait partie de ces skills qui sont importants. La manière de manier le langage est une affaire importante parce que c'est la première expression de la personnalité. Dans le contact interindividuel, le langage, d'abord parce que c'est quelque chose qui nous est commun à tous. Parler de mathématiques, c'est moins commun à tout le monde, mais le langage, c'est le socle commun par définition. Et la capacité de s'exprimer avec précision, avec un vocabulaire qui est bien choisi, etc., qui est précis, peut être une valeur formidable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si quelqu'un est plus éloquent qu'un autre, alors ça ne suffit pas évidemment, mais ça peut être un premier marqueur de quelque chose qui peut faire une différence. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des concours d'éloquence qui sont très intéressants. Aux États-Unis, les élèves font des concours d'éloquence très tôt dans leur classe. Ils apprennent à discuter. C'est à la fois de l'éloquence et de l'argumentation. C'est intéressant comme problème. On va avoir une recherche ici au Collège de France, enfin à côté, qui est une recherche sur les vertus de l'argumentation. Savoir développer un raisonnement et savoir argumenter face à quelqu'un d'autre pour dire voilà comment je dois à la fois maîtriser le langage mais aussi le raisonnement et en direct. C'est une manière importante de dire comment est-ce que j'utilise mes connaissances mais aussi ma capacité de les valoriser et de les ordonner mentalement pour obtenir un résultat et pour dialoguer de manière féconde et utile avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est une des dimensions évidemment importantes. Et quand vous êtes devant deux diplômés qui ont le même diplôme, etc., dans les entreprises, dans les opérations de recrutement, etc., il y a un moment où vous cherchez aussi autre chose. Vous dites, est-ce que parmi ces jeunes qui ont les mêmes diplômes, et il y en a beaucoup aujourd'hui, des diplômés, quelles sont les qualités qui peuvent faire la différence? Alors, il y a des métiers dans lesquels votre éloquence ne servira peut-être pas à grand-chose, de dialoguer avec donc, si vous êtes un ingénieur software, etc., peut-être que l'éloquence ne vous servira pas d'emblée, mais pensez à une chose intéressante. Tiens, l'éloquence ou le raisonnement et l'argumentation. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence dans l'utilisation de l'intelligence artificielle? C'est de savoir poser les bonnes questions. Autrement dit, vous entrez en dialogue avec l'outil qui se sert de la qualité de votre dialogue avec lui pour s'améliorer. C'est extraordinaire comme leçon que nous devons saisir. Il y a même des spécialistes, je crois que ça s'appelle des prompts ou quelque chose comme ça, qui sont maintenant des virtuoses du questionnement. Comment bien questionner l'intelligence artificielle? Ça, c'est quelque chose, parce que vous pouvez vasouiller et puis poser une question, et puis ça n'avance pas, etc. Si vous poussez la machine dans ses retranchements, elle va être contente parce qu'elle va apprendre, et elle va devoir mobiliser davantage de connaissances. Elle va pouvoir aller dans une autre direction, et vous allez lui dire « Ah ben non, je ne suis pas d'accord ». Donc, il vous faut manifester une sorte d'éloquence pour nourrir le dialogue avec une machine. C'est tout à fait inattendu comme situation. Voilà, c'est une des qualités qui compte effectivement à coup sûr. Il y a évidemment aussi des beaux parleurs, donc il faut faire attention. Je me souviens d'une scène à Brantôme, en Dordogne, pour vous raconter une anecdote, où il y avait un bonimenteur qui avait un stand de vente de poêles, de poêles et de casseroles en cuivre de Villedieu-les-Poêles, qui est un centre, une petite ville très connue pour la fabrication d'outils de cuisine en cuivre. Et il voulait vendre ses produits, et il y avait des gens qui étaient là, qui écoutaient, etc. Et il avait une éloquence incroyable, il savait parler, c'était vraiment un beau parleur.
et il sélectionnait progressivement, il voulait écarter les gens qui ne croyaient pas à ce qu'il racontait parce qu'ils auraient gêné le processus, et il a fermé le rideau à un moment donné. Il n'a gardé que les gens qui adhéraient complètement à son beau discours, et à la fin, ils sont tous repartis avec des casseroles. Ils ont dépensé des sommes faramineuses alors qu'ils n'avaient peut-être pas besoin, mais lui, il avait réussi son coup. C'était ce qu'on appelle un beau parleur. Et ça, c'est terrible. C'est en quelque sorte la déviation de l'éloquence. C'est une éloquence qui sert des intérêts. Voilà, il voulait vendre sa marchandise et en avant. Et il a évidemment raconté beaucoup de choses qui étaient fausses. Il a créé de faux besoins pour vendre sa marchandise. C'est ça la frontière externe, en quelque sorte, de l'éloquence. Mais l'éloquence peut être une qualité fantastique. Elle est très connue d'ailleurs dans le monde à la fois scolaire et académique. Ça compte beaucoup. Et quand vous êtes devant un micro, vous réagissez devant des questions d'un journaliste, il vaut mieux que vous soyez éloquent plutôt que de vasouiller, ça c'est sûr et certain. Et ça fait la différence parce que ça permet, c'est un dernier sujet, un dernier élément de réponse. L'éloquence manifeste une qualité qui est très très étudiée aujourd'hui par les psychologues, ce qu'on appelle la métacognition. La cognition, c'est l'exercice de l'intelligence ou des qualités cognitives comme on les connaît. La métacognition, c'est la réflexivité, c'est-à-dire la capacité de s'analyser en train d'agir et en train de penser, etc., etc. C'est très, très, très utile parce que vous vous dédoublez un peu et vous vous contrôlez. Et le contrôle est une qualité fantastique. Le contrôle de soi est une qualité fantastique. C'est ce qu'on appelle la réflexivité. Et l'éloquence sert à ça. Elle est un peu le produit de ça aussi. C'est-à-dire que vous savez organiser votre parole et votre raisonnement dans l'argumentation. Ce serait le couple que je garderais, éloquence plus argumentation, de manière construite. Et la métacognition, c'est ça. Et on a montré que la métacognition, elle était inégalement distribuée en fonction des milieux sociaux, parce qu'il y a des milieux où on apprend très tôt aux enfants à argumenter, à dialoguer, et d'autres où ça ne dialogue pas beaucoup. Alors, bon, je vais paraître un peu vieux jeu, mais j'étais dans le métro il y a 20 ans et à Tokyo, et je voyais, ou 15 ans, et je voyais tous les voyageurs avec leur téléphone portable. Les métros, les rames de métro sont sans interruption. Il n'y a qu'une seule rame. Et ils étaient tous assis et ils avaient tous leur téléphone portable. Et je me disais, bon, dans quel monde sommes-nous exactement maintenant? Et aujourd'hui, je le vois partout. Et est-ce qu'on dialogue avec un outil de ce genre? Évidemment, on peut s'en servir tout le temps. Je l'ai devant moi, il m'a minuté, etc. Il est très utile. Mais si vous cassez cette ressource fondamentale qui est l'interaction construite de dialogue et d'argumentation, là, vous perdez quelque chose. Et les robots vont vous battre à coup sûr, parce que eux, ils sont sur le pied de guerre, et les ingénieurs qui sont derrière, évidemment. Donc, il faut garder ces éléments-là comme des ressources fondamentales. J'espère que j'argumente bien. Bonjour. Est-ce que l'école, elle peut avoir une grande influence sur la sorte de talent qu'on peut avoir? L'école? Oui. Ah ben, elle est fondamentale. L'école, c'est le premier socle du développement de la personnalité. Il y a eu la préscolarisation qui est ce que les familles font pour transmettre ce qu'elles peuvent à leurs enfants ou ce qu'elles doivent à leurs enfants. Et puis ensuite, l'école, c'est le grand système qui fait entrer tout le monde dans la trajectoire d'apprentissage avec des normes d'apprentissage et une collectivité d'apprentissage. Et c'est à ce moment-là que se crée le socle de connaissances sur lequel vous allez développer quelque chose. Alors, le talent, qu'est-ce qu'il va faire là-dessus? Il ne peut pas se développer dans l'ignorance. C'est impossible, quelle que soit la situation. Dans n'importe quelle activité, si vous êtes ignorant, vous n'obtiendrez rien de vous-même. Qu'est-ce que va faire l'argument du talent, si on le prend au sérieux? C'est de dire j'ai besoin de connaissances, j'ai besoin de qualités qui m'ont permis d'avoir acquis beaucoup de connaissances, et j'ai la capacité de développer ces connaissances que l'école m'a procurées
et à un moment donné, l'école ne vous garde plus, vous vous libérez, vous allez à l'université, puis ensuite vous êtes diplômé, etc. Mais l'école vous a procuré beaucoup de choses et des qualités vous sont nécessaires pour obtenir le meilleur de l'école. L'école n'est pas un processus simple où un professeur vous délivre les connaissances et puis voilà, c'est tranquille. Non, c'est un processus très complexe où vous pouvez valoriser plus ou moins intensément ce que vous apprenez. Parce qu'il faut y mettre beaucoup de vous-même. Et une des manières de qualifier la réussite des élèves, c'est de dire j'ai les qualités nécessaires pour bénéficier au maximum de ces contenus, à la fois par moi-même et par la relation avec mes professeurs ou avec mes camarades. Tout le monde a une expérience, et moi j'en ai une en tout cas, de l'école qui est des professeurs extraordinaires. Des professeurs qui vous sollicitent pour développer quelque chose en vous. Alors, c'est compliqué parce qu'une classe, c'est beaucoup de monde, mais un professeur peut être attentif à des qualités particulières d'un élève ou d'une élève et les faire progresser, les faire fleurir. Moi, j'ai eu une professeure de français qui était... dont j'étais fou amoureux d'ailleurs, et qui était toute jeune, et c'était un mélange d'affect et d'admiration, parce qu'elle était très brillante. Et elle m'a fait confiance, elle m'a dit, voilà, jusqu'où tu pourrais aller, alors que je n'en avais pas idée. Et c'était fantastique, c'était le ressort essentiel. Alors voilà, et il faut espérer qu'il y a de la place pour ça, dans le système de l'école. C'est ce qui fait aussi sa grandeur, c'est qu'il n'est pas simplement une équation où je dois apprendre tant de choses en telle durée, dans telle durée, et avoir tel diplôme au bout. C'est quelle est la qualité des échanges au sein de l'école et la qualité de ce qu'on suscite chez les élèves pour aller au-delà du simple apprentissage scolaire basique. C'est ça le truc. Voilà. Et à ce moment-là, vous mettez en route, vous devez solliciter d'autres qualités dont vous ne saviez même pas que peut-être vous étiez porteur. C'est ça qui est toujours l'argument, c'est de dire l'individu ne se connaît pas entièrement par définition, il ne se connaît qu'en agissant et en apprenant. Et c'est la plus belle chose du monde que d'apprendre sans arrêt. J'ai passé mon temps à dire à mes enfants, une journée où on apprend quelque chose est volée à l'éternité. Et autrement dit, c'est une bénédiction. Et il faut la chérir. Mais c'est une petite clé qu'il faut tourner sans arrêt. J'apprends quelque chose, même dans des situations banales, vous pouvez apprendre des choses. Il suffit de dire, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Est-ce que ça pourrait être autrement? Posez-vous sans arrêt la question, est-ce que ça pourrait être autrement? Et dans ce cas-là, vous déclenchez quelque chose tout simplement en comprenant que la réalité, c'est une réalisation parmi toutes sortes de possibles et que vous pouvez les explorer. Et voilà. C'est un peu abstrait, mais ce n'est pas faux. Merci beaucoup. Alors moi, ma question, elle va porter sur la qualification de talent. Est-ce qu'on peut le quantifier comme c'est fait sur le document sur les Asian-américaines? Oui. Et en quoi l'effort s'oppose-t-il réellement à un critère comme le talent? Et est-ce que la capacité de travail ne serait pas au final innée? C'est-à-dire, est-ce qu'on est tous capables vraiment de produire un travail qui nous permet de nous différencier? Oui. Alors, le quantifier... alors ça, merci pour votre question. C'est l'occasion de dire une chose importante. Une des manières de parler du talent, c'est de dire voilà ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait, et de lui imputer une qualité qu'on appellera talent. Si Léo Marchand a obtenu la médaille d'or dans telle course, le 200 mètres 4 nages, je crois, c'est qu'il avait du talent. Et on ne le savait peut-être pas avant, ou peut-être les entraîneurs le savaient, mais pas le grand public, etc. Et du coup, on lui impute cette qualité a posteriori. C'est une des manières d'ailleurs de discuter cette notion de talent, c'est est-ce qu'on peut le détecter a priori ou est-ce qu'on ne peut que l'identifier a posteriori?
Dans le cas des sports, il y a quelque chose d'assez redoutable qui est la performance. Elle est mesurable. J'ai gagné le 100 mètres ou j'ai couru le 100 mètres à telle vitesse et voilà. Et je fais partie des 10 meilleurs français ou régionaux et puis ensuite français, etc. ou mondiaux. Enfin bon, c'est mesurable. Donc ça ne suscite pas de discussion. Ce que j'ai voulu montrer, par exemple en parlant des arts, c'est de combien est-ce que le lauréat du prix Goncourt de cette année est meilleur qu'un autre. Et ça, alors là, bonjour, parce qu'on est dans des activités où l'évaluation subjective de la qualité de ce qui est proposé d'un roman, elle est très difficile, elle est très imparfaite. Est-ce que c'est le produit d'un consensus entre tous les jurés? Quand vous entendez le résultat de la proclamation du prix Goncourt, vous avez toujours le score de un tel au 3e tour a obtenu 5 voix contre 4 à machin. Eh bien, le 4 à machin, de combien est-ce que le 5 à X était meilleur que le 4 à Y? C'est très difficile à dire. Et en même temps, le système est terrifiant parce que, et c'est comme ça qu'il est configuré, c'est qu'ensuite, toute la lumière va se mettre sur celui qui a eu les 5 voix et pas les 4. Et il va capter la totalité. C'est le fameux « winner takes all ». C'est cette injustice terrible qui est bâtie dans la chose. Alors, comment est-ce qu'on peut l'accepter ? On peut l'accepter en se disant « j'apprends dans la compétition avec d'autres et je ferai d'autres romans ». Ça, c'est le fameux sujet aussi, parce qu'avoir été détecté comme un talent vous met ensuite la pression. Vous n'étiez peut-être pas très connu avant d'avoir ce prix, mais tout d'un coup, vous avez la pression, parce qu'on va se dire « ah ». Qu'est-ce que ça va donner au coup suivant? Est-ce qu'il sera capable de rester au même niveau? Et là, voilà, est-ce que les choses sont une sorte de qualité qui est stable, ou bien c'est une qualité qui est instable parce qu'elle est le produit de quantité de conditions d'évaluation et de réalisation qui sont contingentes? Et c'est pour ça que j'ai cité le cas de Romain Gary, qui était perçu comme un grand talent, et puis tout d'un coup, on se dit « oh ben non, on connaît, ça n'a plus beaucoup d'intérêt, donc voilà, on passe à autre chose, on veut sans arrêt faire des découvertes nouvelles, et la machine s'emballe, et la visibilité disparaît pour Romain Gary, et il se dit « ben non, je vais de nouveau montrer que j'ai du talent ». Et il fait une sorte d'expérience naturelle, et il change de nom. C'est fascinant. Il est capable de dire, vous voyez que le système est imparfait. C'est ça qu'il dit d'une certaine manière. Il dit les deux choses. Il dit le système me reconnaît et le système est capable de m'oublier. C'est ça qui est terrible. Autrement dit, il y a aussi de la compétition en jeu. Et dans ces métiers où la réussite peut être très valorisée, même avec des petites différences, ensuite, la question c'est, est-ce que je peux durer ou non ? Évidemment, ces métiers-là, par exemple dans le sport, ça dure quoi, 10 ans, 15 ans maximum dans certains sports, peut-être beaucoup moins avant. Ça peut être très précoce. Dans les mathématiques, l'essentiel des très belles réalisations mathématiques, c'est entre l'âge de 20 ans et de 35 ans. C'est pour ça que la médaille Fields, c'est avant 40 ans. Mais dans d'autres disciplines, mettons la sociologie, on peut espérer encore être pas trop nul à 60 ans. Bref. Voilà, donc ces dimensions de mesure, elles sont essentielles parce qu'on n'a pas l'équation. Quand j'ai dit tout à l'heure, encore une fois, ce vocabulaire du talent, je le mets à une certaine distance, j'observe son utilisation. Je n'ai pas une définition complète de la notion de talent, sauf une seule chose, qui est de dire, c'est faire la différence. Dans quelque activité que ce soit, même si c'est dans quelque activité que ce soit, si je suis dans un système où on fait des comparaisons, je fais la différence et on va m'attribuer quelque chose comme un talent. Mais ensuite, quelles sont les qualités qui sont nécessaires pour réussir? Il y en a de toutes sortes, et c'est la combinaison qu'on ne connaît pas. On peut décrire les ingrédients, il y a toutes sortes de modèles qui existent. Il y a en psychologie ce qu'on appelle le 5-factor model, le modèle des 5 facteurs que j'ai là, je vais vous les citer. Ces facteurs, c'est ouverture, conscienciosité, c'est un mot traduit de l'anglais, donc attention au charabia, extraversion, agréabilité et
scepticisme. On essaie sans arrêt de fabriquer des algorithmes qui disent un tel en a, un tel n'en a pas. Les recruteurs aujourd'hui, les cabinets de conseil qui font des recrutements en entreprise, ils passent leur temps à inventer des modèles pour dire voilà les talents que vous devez recruter. Autrement dit, les individus qui vont être des bons performeurs et que vous allez devoir développer ensuite. Et j'ai l'équation. Mais cette équation, elle change sans arrêt et ils ne connaissent pas la formule exacte pour faire les recrutements purs et parfaits. Si on l'a, ce ne seront plus des cabinets de conseil qui feront le travail, ce seront des outils d'intelligence artificielle. Ils sont d'ailleurs sur le coup déjà. Heureusement qu'il y a de l'indétermination dans tout ça pour qu'on se dise que ça n'est pas un monde où je détecte d'emblée qui est capable de réussir la performance dans telle ou telle activité. Si j'avais cette équation-là, alors là, ça veut dire qu'un tel est sélectionné et tous les autres, allez hop, c'est fini. Et ça, premièrement. Et deuxièmement, une fois qu'on a choisi quelqu'un, est-ce que ça va s'ajuster ou non, à la fois aux tâches qui sont à réaliser, à l'environnement qui est à construire pour le travail de chacun. Je vous donne un exemple. Il y a eu un travail très intéressant d'un sociologue américain qui voulait savoir comment on obtenait une médaille d'or en natation. Et alors, il y a deux arguments qui se font face. Il y a l'argument qui est de dire ça n'est qu'une affaire de travail, 10 000 heures de travail et on y arrive. C'est l'argument de la persévérance et de l'effort, de l'endurance dans l'effort. Et donc, le talent, ça n'existe pas. Et il y a l'autre argument qui dit non, ça ne peut pas être une simple affaire d'effort, il y a autre chose. Et le chercheur en question a regardé comment les nageurs s'entraînaient. Et effectivement, l'entraînement d'un nageur consiste à sans arrêt modifier des toutes petites choses au fur et à mesure que l'entraînement se déroule. Un geste, une position de la main, un battement de pied, le souffle, le virage, le fameux virage de Léo Marchand, qui est une sorte de révolution. C'est comme le Fosbury Flop en saut en hauteur. C'était une révolution, c'était une innovation, et ça lui procure un avantage. Mais évidemment, tous les autres vont faire pareil en peu de temps. Donc, c'est ça qui joue, mais ce qui joue aussi, c'est d'être progressivement en contact avec d'autres concurrents et d'autres partenaires d'entraînement et qui deviendront des compétiteurs s'ils sont bons. Et ça, vous apprenez aussi d'autrui, mais ça n'est pas écrit d'avance. C'est ce qui fait qu'il faut être ouvert à l'échange à autrui et à l'expérience, et il faut résister à la compétition. La compétition, elle a un côté terrible qui est la pression, et elle a un côté important qui est l'information. La compétition vous apprend quelque chose sur vous-même pour le modifier. Et c'est exactement ça qui se passe dans ces processus-là. Autrement, et de tout ça, au bout du compte, on produira ce qu'on appellera celui qui a gagné, qui a du talent, et les quelques autres qui sont entraînés avec lui et qui sont sélectionnés pour les championnats, etc., vont être qualifiés de talent, peut-être à un moindre degré, mais etc. Mais voilà, mais c'est comme ça que ça se produit. Et c'est intéressant. Mais ça, vous ne le savez pas d'emblée, parce qu'il y a les qualités de l'individu et il y a les qualités de son environnement, de ses échanges avec les autres. C'est ce que disent aussi sans arrêt, par exemple, pour vous donner un autre exemple, les comédiens ou les artistes. J'avais un jour une discussion, on faisait une recherche sur les mondes artistiques, et il y avait un photographe qui m'expliquait qu'aujourd'hui, il allait faire des photos qui rapportent énormément d'argent, mais qui n'ont aucun intérêt parce qu'il sait faire ça et qu'il n'apprendra rien. Et le lendemain, il allait travailler avec des gens pour un projet qui était tout à fait différent. Il ne les connaissait pas, mais le projet était formidable et il travaillait pour rien. Et il m'a dit, je travaillerai pour rien parce que je vais apprendre des choses. Et ça, c'était vraiment très rigolo. Autrement dit, vous êtes capable de faire des arbitrages. Vous dites, bon, là, j'ai besoin de gagner de l'argent, donc, mais je ne vais pas apprendre grand-chose. Et le coup suivant, je vais peut-être pas gagner grand-chose, mais je vais apprendre énormément. Et je vais travailler avec des gens qui vont me poser des questions que je ne me suis pas posées jusqu'à maintenant. Et voilà, et c'est une autre forme de rémunération, c'est une gratification différente. Mais vous la recherchez parce que vous avez besoin d'évoluer.
Et c'est comme ça que ça se passe. Et vous n'évoluez pas tout seul, vous évoluez dans un milieu et dans les échanges avec les autres. Et ça, c'est fondamental. C'est la matière sociale par excellence. Mais voilà, il faut savoir il faut savoir l'organiser. À un moment donné, on a regardé aussi un autre exemple, je divague un peu, mais c'est pour le plaisir de la discussion. Et on a regardé quels étaient les facteurs de succès d'un show à Broadway. Alors, on peut dire il faut un bon plot, un bon scénario, il faut de la bonne musique, etc., etc. Et ensuite, quelle est la part que jouent les acteurs et les chanteurs dans ce show? Et une des questions, c'était, parce qu'en recherche, il faut être très modeste. On n'explique pas grand-chose de la réussite d'un phénomène. On explique 20%, 30%, 40% par des facteurs en contrôlant tout le temps. Et alors, ils ont eu l'idée de dire, comment est composée l'équipe des shows de Broadway qui ont du succès? Est-ce que ce sont des gens qui se connaissaient déjà avant, ou c'est des gens qui ne se sont jamais rencontrés avant, ou ce sont des équipes où il y a des gens qui se connaissaient avant et d'autres qui sont nouveaux? Et la probabilité que le show ait du succès, une fois qu'on a contrôlé tous les autres ingrédients possibles, donc on cherche un peu plus d'explications, eh bien c'est la troisième solution. C'est des gens qui se connaissaient et qui travaillent avec des gens nouveaux. Autrement dit, il y a un peu de sécurité et il y a de l'innovation et de l'apprentissage réciproque. Et ça, c'est très intéressant. Ça dit beaucoup de choses. C'est comme dans les recherches. Moi, quand je travaille avec des gens avec qui je n'ai pas encore travaillé, on tâtonne, on regarde, et en même temps, on apprend. Parfois, ça marche pas. Mais quand ça marche, vous apprenez des questions, des choses nouvelles, parce que des questions nouvelles vous sont posées et que quelqu'un est arrivé avec son intelligence, etc. etc. L'un des grands patrons de la tech américaine dit la première chose que doit savoir un CEO quand il est dans une pièce, c'est qu'il n'est pas le plus intelligent de tous. Et ça, voilà une leçon. Autrement dit, il doit apprendre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à nouveau. Et le talent, c'est ça, c'est apprendre. Il faut y penser dans tous ces termes-là différents, vous voyez. Et au bout du compte, il y a quelque chose qui se mesure ou qui ne se mesure pas. Mais si on est dans la situation de se dire « je veux réussir dans mon activité », je dois maximiser ce coefficient d'apprentissage. Et peut-être que ça fera la différence et qu'elle sera mesurable exactement. Et peut-être que si elle n'est pas mesurable, je trouverai le système très injuste, celui qui est le deuxième la lutte pour le prix Goncourt, la compétition pour le prix Goncourt, il trouvera peut-être que le truc était très injuste, mais il en tirera des leçons pour dire, mais peut-être que j'ai quand même eu de la visibilité et que je vais faire mieux ou je vais produire un autre roman, etc. Voilà. D'autres questions? Vous êtes peut-être saturé d'informations. Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir donné la parole. J'avais une question en fait. Vous avez énoncé précédemment, la recherche se doit de dépasser sans cesse les limites. Oui. Vous avez pris pour exemple une intelligence artificielle capable d'être créative et d'innover par elle-même. Mais en fait, je voulais savoir, ce ne serait pas un danger pour l'humanité de faire ça? Et en fait, n'y aurait-il pas des limites à ne pas franchir, des limites morales et éthiques? Oui, c'est une question très, très importante, évidemment, et qui est l'objet de toutes les discussions aujourd'hui. Il va y avoir un sommet de l'intelligence artificielle à Paris. Il y a, ce matin même, se réunissait à l'Académie, conjointement l'Académie des sciences morales et politiques et l'Académie des sciences se réunissaient sur le thème de l'éthique. Et parmi les grands sujets d'éthique, il y a exactement ce que vous dites, de quoi est-ce que ces outils sont capables et quelle est leur moralité, quel est leur sens de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, quels sont les... Alors voilà, là il n'y a pas de réponse simple parce que d'un côté, la recherche, c'est dépasser les limites, c'est inévitable, c'est comme ça que ça avance, et de l'autre... Mais quelles sont les limites qui seraient infranchissables? Vous l'avez dit. Et la question c'est, est-ce que les robots vont être nos rivaux ou nos amis? Autrement dit, nos substituts ou nos compléments? Et nous n'avons pas la réponse. Mais la seule manière de prendre le problème, c'est de créer des scénarios. Non pas pour bloquer telle ou telle évolution, mais pour
quantifier autant qu'on peut les probabilités de survenue de tel ou tel scénario. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que la situation est extrêmement changeante sans arrêt. L'intelligence artificielle, c'est un bébé qui a quelques mois. C'est hallucinant de voir la vitesse à laquelle ça va. Évidemment qu'il y a un grand risque. Il y a sur ce point-là des opinions qui sont terriblement divergentes et qui sont très savantes, mais très divergentes. Il y a un grand scientifique qui s'appelle Daniel Kahneman, qui a été prix Nobel d'économie, mais qui a fait des travaux de psychologie et d'économie, qui dit, qui est décédé, mais qui disait, qui a écrit un livre très connu qui s'appelle la pensée numéro 1 et la pensée numéro 2. C'est un modèle d'analyse de la façon dont les gens fonctionnent, la réflexivité et l'intelligence spontanée qui n'est pas très rationnelle. Ce chercheur a dit « Moi, je parie que l'intelligence artificielle nous dépassera sur à peu près tous les plans. » Voilà. Et Sam Altman disait aujourd'hui même ou hier dans une conférence pour des entreprises qui doivent le financer, pour des fundraisers, des fonds d'investissement, il disait « Moi, je vais inventer la machine qui va innover ». Donc il va atteindre cette limite-là qu'on croit être la limite humaine, que ça nous restera. Je voyais récemment... parce que ça arrive sans arrêt. Dans les arts, il y a un tableau qui a été composé par une machine qui est exposée à Londres, qui est gigantesque. Et bon, vous dites « Ah !» Vous avez un effet d'étonnement quand même. Vous dites, bon, au départ, vous regardez l'affaire et vous dites « Ah, mais c'est quand même pas rien, c'est pas rien. » Bon, c'est comme ça. Et de l'autre côté, il y a des chercheurs, comme le dernier prix Nobel d'économie, puisqu'on en parle, Darren Acemoglu, qui dit non, l'intelligence artificielle ne pourra pas tout faire, mais elle va agir sur tout un ensemble de métiers dans lequel elle va prendre le pouvoir, et des métiers qui sont des métiers où sa technologie propre permet d'agir. Quand vous faites dans des métiers de droit, par exemple, vous ne connaissez pas toute la jurisprudence pour examiner un cas et avoir toute la jurisprudence en tête. L'intelligence artificielle vous résout ça en 2 coups de cuillère à peau, c'est spectaculaire. Après, il y a d'autres activités dans l'exercice du droit qui ne sont pas délégables comme ça à l'outil. En médecine, la technique de reconnaissance des tumeurs cancéreuses sur des clichés de radio, l'intelligence artificielle est meilleure aujourd'hui que les médecins. Elle le fait mieux. Voilà. Mais est-ce que l'intelligence artificielle va opérer ? Elle va être un outil d'aide à la décision, etc., etc. Il y a des opérations aujourd'hui qui sont très complexes et sur lesquelles l'individu agit toujours selon des probabilités. On est des machines probabilistes. On n'est que ça. J'y pense toujours quand je fais du vélo, et je ne fais que ça. J'adore le vélo. Un cycliste, il est sans arrêt en train de calculer les risques. Une voiture qui arrive en face, un piéton qui déboîte, un camion qui est là, qui vous masque, un chariot qui va traverser la rue, un feu qui va passer au rouge, etc. Tout ça, c'est un ensemble de signaux incroyables. Ce qui veut dire que l'humain, c'est une machine probabiliste, et notamment pour s'assurer qu'il se protège des risques à venir. Il est obligé de calculer tout ça. Et donc, on est comme l'intelligence artificielle, on est des machines à faire des calculs de probabilité. Simplement, elle a une mémoire illimitée, et nous, notre mémoire, elle diminue avec le temps. Et ça, on a des capacités qui diminuent avec le temps. La machine, normalement, elle est stable ou elle est en amélioration. C'est ça le problème. Et donc, on peut imaginer, évidemment, une société où un certain nombre de tâches seront réalisées comme ça. Mais on peut imaginer aussi une société où les individus peu qualifiés, tout d'un coup, obtiendront par les machines des chances de faire du travail très qualifié. Et ça sera une chance fantastique pour eux. Et donc, ça rétablira une sorte d'égalité là où il y avait de l'inégalité. Et ça, ce sont des scénarios. Et ces scénarios, ce que je dis à l'instant, peut-être que demain matin, ça sera faux. Parce que c'est une histoire, comme on dit, une histoire chaude, une histoire qui n'est pas stable. Donc, ensuite, les principes éthiques, ça nous appartient. Mais la question est, quel est le niveau auquel on va décider tout ça ?
Si dans tel pays on dit on adopte des principes éthiques absolument purs et parfaits, mais que dans un autre pays on enfonce les principes parce qu'on veut aller dans la recherche plein pot, qu'est-ce qui va arriver? Autrement dit, la question rebondit. C'était une question qui examinait beaucoup celle qui m'a précédé dans le fauteuil que j'occupe aujourd'hui à l'Académie, Mireille Delmas-Marty. On ne peut pas ne pas se dire où est le principe de gouvernance mondiale qui peut gérer ces risques-là. Mais ça n'est pas gagné d'avance, parce que vous mélangez des principes qui ont l'air intangibles et qui sont l'honneur de l'humanité avec des intérêts particuliers et des compétitions. La Chine qui a inventé son nouvel outil d'intelligence artificielle, quand on l'interroge, il y a des zones sur lesquelles elle est entraînée pour ne pas parler du régime chinois. Bon, alors elle n'est pas une machine purement éthique, etc., etc. Voilà des questions majeures sur lesquelles la première des positions possibles, c'est d'avoir une grande vigilance sans avoir de principe a priori d'arrêt de tout en disant voilà ce qu'on ne peut pas faire. Parce que le système est terriblement dynamique. Et donc, c'est une réponse modeste dans une histoire tumultueuse. Voilà, pour nous écrire. Donc, saisissez-vous quand vous repartirez votre smartphone, vous nous enverrez des messages autant que vous voulez et de l'espèce que vous voulez, en disant « moi, je m'entraîne et je m'en fiche du talent ». Allez, eh bien, je vous libère et merci de cette rencontre. Et vous avez la plus belle des qualités, c'est la jeunesse et l'enthousiasme, j'espère, qui sont des ressources essentielles.